Yaurana Kauhanui et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. En 2024, ce sont près de 600 jeunes Polynésiens qui ont rejoint les rangs de l'armée. Alors on parle de l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale. Les opportunités sont nombreuses, que ce soit pour une première expérience professionnelle, une carrière ou un engagement au service des autres. Aujourd'hui, on parle de ces parcours inspirants et des différentes voies qu'il existe pour s'engager. Justement, parlons-en avec nos invités. Océane, qui est EVSO, engagé volontaire en sous-officier Yorana. Bonjour. L'adjudant-chef Mounir, chef de recrutement à l'armée de terre. Yorana. Adjudant-chef Christelle, chef du recrutement à l'armée de l'air et de l'espace. Yarana. Et enfin, premier maître Édouard, qui est conseiller recrutement à la marine nationale. Yorana Hardy. Alors, je me tourne au tout début de cette émission vers notre engagé, donc Océane. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager? En premier lieu, c'est parce que dans ma famille, il y a beaucoup de militaires. Du coup, j'ai un peu grandi dans ce cadre-là. Surtout mon papa. On a vécu en caserne, etc. Et aussi par patriotisme, servir le pays et faire ma propre expérience dans le milieu. Ça fait combien de temps que tu sais que tu allais t'engager? Est-ce que déjà depuis toute petite, tu t'es dit, tiens, je veux aller dans l'armée? Depuis petite, je m'étais posé la question, mais mon père m'avait dit non, essaye d'abord les études et pourquoi pas après. Et là, ça fait 1 an que je suis déterminée à y aller. On a tous commencé quelque part, ça va être un petit peu la même chose pour nos invités, je suppose. Mounir, comment est-ce que tu es devenu adjudant-chef? Tu es arrivé petit à petit et est-ce que tu es arrivé dans l'armée un petit peu par hasard ou c'était un choix? Alors pour ma part, c'était pas du tout par hasard, hein. Devenir militaire pour moi, c'était vraiment une vocation. C'était vraiment ce que je voulais faire depuis mon plus jeune âge. Donc dès que j'en ai eu l'occasion, à l'âge de 22 ans en fait, je me suis engagé voilà dans un régiment d'infanterie. Et puis à l'issue de tout ça, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc, au bout de quelques années, j'ai pu évoluer, monter en grade, j'ai pu passer sous-officier. Donc, jeune sergent, chef de groupe, où j'ai pu avoir des groupes sous mes ordres pour pouvoir accomplir certaines missions, etc. Et ensuite, naturellement, au bout de 16 ans de service dans les forces, j'ai décidé de me tourner vers le recrutement. Pourquoi ? Parce que j'adore le contact avec les jeunes. Avec la jeunesse, et j'adore pouvoir transmettre et surtout représenter l'armée de terre. Voilà, donc pour moi, pouvoir recruter des jeunes actuellement, c'est vraiment gratifiant. Et c'était comment je pourrais dire, c'était la continuité pour moi dans ma carrière en fait. Il fallait que je passe par le recrutement. Voilà. Ce que j'allais dire, une suite logique finalement Tout à fait. à la continuité de ta carrière. Voilà. Est-ce que oui. Rendre un peu ce qu'on m'a donné à moi, on m'a donné ma chance au début. Donc là, j'essaie vraiment de donner le maximum de chance à chaque jeune de pouvoir nous rejoindre. Est-ce que c'est un peu la même chose pour toi, Edouard? Par hasard, par vocation? Comment ça s'est passé? Alors, la vocation, peut-être. Après, dans la marine, on est 40 000. Je pense qu'il y a 40 000 raisons de s'engager. Voilà, je pense qu'il y a des raisons qui sont diverses. Et c'est une raison, ensuite, la vocation, ou alors peut-être le désir de servir son pays qui vient peut-être après. À 18 ans, dire qu'on a envie de servir son pays, c'est pas toujours facile. En tout cas, c'est ce qui nous unit, je pense, à bord des bateaux ou des sous-marins ou des forces qui composent la marine. D'accord. Voilà. Un peu, est-ce que un peu comme, est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de profil ou comme les pompiers où on rêve du camion de pompiers, on se dit bon, on va s'investir dans la marine par exemple parce qu'on rêve de certaines choses qui s'y passent. Moi, j'ai eu la chance de grandir toujours au bord de la mer, donc en effet, moi, voir des bateaux, ça me faisait rêver. Et allier le voyage, un métier, une formation, c'était pour moi une évidence presque finalement. Je ne parle pas de vocation pour moi, mais en voyant les bateaux au large, je me suis dit que je voulais naviguer et la marine m'a donné ce que j'ai voulu. Justement, on parlera de recrutement un petit peu plus tard. On termine notre tour de table avec Christelle. Est-ce que, pareil, la même question pour toi, comment est-ce que tu t'es engagée? Alors moi, j'ai commencé dans le secteur privé, donc j'ai vu que par rapport à ma personnalité, mon caractère un tantinet autoritaire, on va dire, voilà, j'avais besoin d'un cadre un peu différent où je pouvais un tout petit peu m'exprimer. Donc j'ai commencé en tant que sous-officier après avoir fait 3 ans dans un centre commercial, voilà, tout à fait. Et puis là, voilà, j'ai entamé une carrière et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que c'est vrai qu'on commande assez vite. Et pareil, le recrutement, ça a été après une de mes solutions pour me dire que ce serait bien de recruter de bons jeunes, voilà.
et surtout de donner la chance aussi aux jeunes de pouvoir s'exprimer envers des professionnels. Parce que moi, je suis rentrée dans l'armée de l'air parce que tous mes potes étaient dans l'armée de l'air. Mais j'aurais connu un conseiller de la marine ou de l'armée de terre, peut-être que j'aurais fait les choses un peu différemment. Ce que je ne regrette pas du tout, je suis très bien dans l'armée de l'air depuis 26 ans. Non. Tu nous parlais dans ton discours de cette discipline. C'est souvent ce qui est associé à l'armée en général. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est quelque chose de réel aujourd'hui? Non, la discipline, c'est ce qui fait nos valeurs de toute manière. Après, c'est une discipline qu'on doit avoir partout. Ce n'est pas plus, en fait. C'est vrai que par rapport à l'uniforme, on le voit un peu plus. Par rapport à certains de nos langages, c'est vrai qu'on pourrait le voir un tout petit peu plus, mais ce n'est pas... Dans les entreprises privées, il y a autant de disciplines, normalement, pour bien faire avancer l'entreprise. Voilà. Est-ce que justement, Océane, c'était une de tes appréhensions au moment de t'engager en tant que EVSO? Oui. J'avais beaucoup d'appréhension et ça en faisait partie. Quelles sont tes autres appréhensions? Peut-être des idées reçues que tu as pu entendre? Oui. Ce qui est de l'intégration, de la cohésion, où il faut être tous une famille. Hein. Moi qui suis un peu réservée, j'avais très peur de ça. Mon père m'avait dit que c'était très, très carré, très dur. Ah oui, envahi au grain. Ah oui, qu'il fallait bien se comporter et toujours être au carré. Ok. EVSO, donc tu es engagé volontaire en sous-officier, mais tu n'as pas encore commencé ta formation? Non. Ça se passera dans combien de temps? Normalement, départ le 16 juin, de ce que tu as pu entendre, oui. Départ le 16 juin et direct Paris, puis Saint-Mexin à l'ENSOA et incorporation. Pareil, ça se rapproche petit à petit. Tu as un stress qui monte peut-être? Non, j'ai hâte. J'ai très hâte. Je suis pas stressée. J'attends que ça. Justement, je reviens vers toi, Mounir, par rapport à ces disciplines dont on a parlé. Tu sais, dans tout ce qui est film, série, on a tendance à voir le sergent qui insulte ces jeunes engagés. C'est pas du tout l'image qu'il faut avoir de l'armée aujourd'hui. Non, c'est pas du tout la bonne image. Hein. La réalité des choses, c'est qu'il y a des cadres qui sont là vraiment pour encadrer les jeunes, pour les accompagner, pour leur inculquer une certaine discipline, une certaine rigueur, étant donné qu'il va nous arriver assez régulièrement d'utiliser nos armes, hein, que ce soit pour aller s'entraîner, etc. Donc là, il faut vraiment faire preuve de discipline et de rigueur, notamment pour tout ce qui est sécurité. C'est obligatoire. Ensuite, voilà, les cadres sont là vraiment pour accompagner les jeunes, pour le faire progresser en fait. Notre but en fait, c'est de prendre un jeune au début, un jeune à qui manque certaines bases militaires, et à la fin de sa formation, notre but c'est vraiment qu'il sorte avec de la rigueur, de la discipline, et qui puisse partir sur le chemin pour devenir un bon soldat. En fait, comme tu disais tout à l'heure, finalement, ce qu'il faut voir, c'est la transmission de valeurs et de savoir qui est intéressant. Mais est-ce qu'il y a des profils que vous recherchez plus que d'autres? Et je me dirige vers toi, Edouard. Alors, des profils plus que d'autres, tout dépend du désir du candidat ou de la personne qui va être intéressée pour postuler, quelle que soit l'armée. C'est vrai qu'en Polynésie, on a souvent des candidats qui viennent nous voir et qui ciblent des métiers peut-être un peu classiques, comme la restauration, l'administration ou alors la mécanique. Mais on a dans la marine, en tout cas, on a plus de 80 métiers. Et il y a des métiers qui ne sont pas peu connus, pas plébiscités. Je pense on recrute des hydrographes dans la marine, des navigateurs, des mécaniciens sur aéronefs, quel que soit l'aéronef. On a plein d'avions et d'hélicoptères. Donc le but aujourd'hui, c'est justement de dire à des candidats polynésiens qui parfois dans l'éducation nationale sont orientés vers des filières qui les intéressent pas forcément. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en STMG, je ne dis pas que c'est une filière de garage, hein, c'est un exemple, qui voulait pas forcément faire ça à la base et qui se retrouve inconsciemment à se dire je vais continuer vers un BTS négociation relations clients ou dans le domaine tertiaire. Et aujourd'hui, l'armée, la marine en tout cas, on propose à ces gens-là qui souhaitent changer d'orientation des formations. Donc pas de prérequis académiques nécessaires à des métiers auxquels des Polynésiens n'auraient pas forcément pensé. Même s'il s'agit, par exemple, Christelle, de l'armée de l'air et de l'espace, hein, tout est dans le terme, tout est dans le nom. On a tendance à croire que forcément, quand on s'engage dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est forcément qu'on va devenir pilote et donc forcément qu'il faut être super rigoureux, un peu comme Top Gun, alors que finalement, pas vraiment.
Non, pas vraiment. Voilà, sur 3000 personnes, on recrutera qu'une centaine, entre 100 et 150 pilotes par an. Donc, du coup, on a quand même beaucoup de métiers. Et c'est vrai que quand on voit Armée de l'air et de l'espace, c'est pilote. Mais pour faire voler un pilote, il faut 30 métiers derrière, un peu plus de 30 métiers, avec tout profil. Donc, c'est vrai que nous, au niveau du recrutement, par exemple, des mécaniciens aéronautiques, il faudra quand même un diplôme adapté, mais quand on parle d'un diplôme adapté, c'est pas un bac+5, hein, ça va être un CAP mécanique, un BEP maintenance, etc. Donc voilà, il faut. L'armée de l'air apparaît un tout petit peu élitiste par rapport à ce côté aviateur, mais chez nous, aviateur égale militaire dans l'armée de l'air. Donc voilà. Et après, on a tous ces métiers-là. Donc c'est vrai que tous les candidats qui se présentent, avec leurs profils différents, on arrive à les orienter dans tous ces métiers-là, mais bien différents du pilotage. Est-ce que c'est en fonction des envies des engagés ou est-ce que c'est vraiment vous qui sélectionnez en fonction des différents profils? Comment ça se passe? C'est par rapport aux envies. On écoute bien évidemment le jeune parce que si on propose un métier à un jeune et qu'il nous dit oui, oui, parce que souvent ils disent oui, des fois par dépit, il n'aimera pas son métier. Moi, si ça fait 26 ans que je suis dans l'armée de l'air, c'est parce que j'aime mon métier et que je continuerai. Donc je veux que le jeune qui se présente au CIRFA, ce soit la même chose. Donc par rapport à ses désirs, les évaluations qu'il passera et ensuite son profil aussi, un type avec ses compétences particulières, ses compétences personnelles et ses diplômes, on verra ce qu'on peut faire de son projet, sans lui vendre de rêve. Mounir, c'est un peu la même chose qu'avec Christelle, c'est-à-dire qu'on a des idées reçues sur l'armée, on a l'impression que si on s'engage à l'armée, on va prendre son fusil et on part à la guerre, alors que ce n'est pas forcément le cas, il y a plusieurs formations que vous proposez. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas du tout le cas. On propose pas mal de formations. Alors, ça va du métier de combattant jusqu'à des métiers vraiment très techniques, tout ce qui est informatique, mécanique, restauration, de l'administration, etc., des spécialistes télécom. Voilà. Donc, effectivement, tous ces gens-là sont militaires, sont sous statut militaire, mais voilà, le métier n'est pas le même. Donc, les combattants, les unités combattantes représentent quand même une grosse partie de notre recrutement, mais c'est pas l'essentiel. D'accord. Donc on recherche énormément de jeunes motivés. C'est surtout ça le premier critère qu'on recherche dans l'armée de terre, c'est que le jeune soit motivé pour pouvoir faire une candidature qui sera exigeante, longue, pour pouvoir aboutir à un engagement. Cette motivation, est-ce que toi, Océane, tu l'avais dès le départ, c'est-à-dire que tu as commencé à partir en recrutement en sachant fermement que tu allais rester? Alors oui et non. Vas-y, dis-nous tout. Au début, quand j'ai commencé, quand je suis venue pour commencer les tests, etc., c'est vrai que j'étais ok, j'ai envie, mais j'avançais un peu à reculons. Et une fois que les tests sont passés, la motivation elle est venue. D'autres amis m'ont soutenue et j'étais en mode ok, c'est ce que je veux. Et là, comme mon dossier a pris énormément de temps, presque 1 an, ça me montait à la tête et je me suis dit il faut, je vais pas attendre aussi longtemps pour pas y aller motivé, quoi. Et du coup là. Alors tu disais que c'est ce que je veux. Pourquoi tu as envie, au-delà de l'aspect familial, puisque tu as grandi dans cet environnement, c'est quoi qui fait que tu te dis l'armée plutôt qu'un autre métier? Le cadre, avec les grades, c'est voilà, tout ce qui est militaire, ça m'a attirée. Et par fierté de moi-même aussi, dépassement de soi, montrer que je suis capable, du haut de 1m58, d'y aller. Et en plus, tu parlais de patriotisme tout à l'heure, donc je suppose que ça rentre aussi en compte. Mais si on parle de ton recrutement à proprement parler, comment est-ce que ça s'est passé? Tu remplis un dossier, tu envoies, tu es sélectionné? Non, il y a un entretien, je suppose, il y a des activités, des aptitudes à avoir? Oui, alors quand je me suis engagée, j'ai assisté à une conférence un peu. Une séance d'information. Voilà, séance d'information. Et où on voyait les différents aspects d'être militaire dans l'armée de terre. Ensuite, quand on est décidé, on revient et on s'inscrit pour, en premier lieu, les tests physiques, puis psychotechniques. Et après, quand tout passe, il y a les tests médicaux. En quoi est-ce que c'est important, ces tests médicaux, ces aptitudes? Je me tourne vers toi, Edouard. Alors c'est important ça dépend encore une fois de la spécialité que le jeune va choisir. On ne va pas demander les mêmes prérequis médicaux à un candidat qui veut devenir pilote qu'à un candidat qui veut devenir peut-être plongeur des mineurs ou alors ou cuisinier.
Voilà, après, ça, c'est le médecin c'est le médecin militaire qui décide de l'aptitude. Non, on peut composer le dossier, mais ça, c'est la parole au médecin militaire, c'est lui qui décide. D'accord, donc Voilà. si je prends des exemples, par exemple, Mounir, si, je sais pas, je dis une bêtise, hein, j'ai un strabisme ou j'ai un handicap au niveau du bras, est-ce que je peux quand même être accepté? Encore une fois, ça dépend vraiment que du médecin? Alors tout à fait, il est possible qu'on soit accepté, mais pour ça, c'est pas du tout notre partie, hein. Nous, notre rôle, ça va vraiment être de guider le candidat ou la personne vers nos services médicaux. Et là, comme Édouard l'a dit justement, en fait, c'est le médecin vraiment qui va statuer dessus. Donc sur ça, on n'a aucun élément, hein. Donc c'est vraiment les médecins qui pourront dire si votre strabisme ou si votre problème au bras vous permet ou pas de devenir militaire. Et quand, je perds mes mots, excusez-moi, et en termes d'accompagnement, pardon, je me tourne vers toi, Christelle, comment est-ce que vous accompagnez ces jeunes? Vers l'engagement ou Que ce soit vers l'engagement, l'engagement. donc en amont, et même pendant finalement leur engagement. Nous, on les accompagne dès le début, puisqu'on va les orienter. On a quand même un travail d'orientation dessus, parce que souvent, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais comme le polynésien, c'est une qualité, mais des fois, quand on est trop, ça peut être un peu compliqué. Quand on est trop humble, quand on a trop d'humilité, on n'ose pas faire certains métiers. Oui. Donc, moi, je parle des métiers aéronautiques. Souvent, on vient me voir pour être restauration, parce qu'on recrute beaucoup en soi. Mais j'ai des jeunes qui n'osent pas faire mécanicien aéronautique, etc. Donc, on leur explique bien, mais par rapport à ce que tu as fait, tes diplômes, tu as le droit. C'est notre rôle aussi pas de les mettre sur un piédestal, attention, mais de leur prouver ce qu'ils peuvent faire. Si Prouver jamais leur ils valeur. veulent travailler. Voilà, tout à fait. S'ils veulent travailler, s'ils se sentent capables de travailler, de prouver leur valeur et de dire si tu peux être capable. Ce qui est important dans ton discours, c'est à un moment donné, tu as parlé de diplôme, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques prérequis en fonction, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'envie et de la formation qui a été demandée. Oui, tout à fait. Nous, il y aura quand même une bonne relation entre le diplôme et le métier. Mais après, par rapport à des compétences personnelles, parce que quelqu'un a pu faire un bac informatique, par exemple, et veut se lancer dans la mécanique aéronautique, et on aura vu sur son CV qu'il fait de la mécanique avec son tonton depuis ses 10 ans et qu'il connaît bien la mécanique. Donc, on pariera aussi sur ses possibilités de réussite en formation. Donc, tout dépend de son CV, en fait. C'est pour ça que le CV doit être complet avec ce qu'on fait à la maison, même si c'est des hobbies, hein. Les hobbies, ça sert beaucoup pour nous aussi dans le recrutement. Alors soyons honnêtes, hein, parlons réaliste, est-ce que c'est une opportunité, une vocation, c'est-à-dire comme certains d'entre vous, vous saviez déjà que vous vouliez vous engager dans les différents domaines dans lesquels vous êtes, ou est-ce que c'est une opportunité, à savoir la stabilité du métier? Édouard, est-ce que ce sont des profils aussi que vous pouvez rencontrer? Alors, là, je vais répondre à ta question juste après. Là, Christelle parlait du recrutement et des différentes étapes. On peut parler aussi par rapport à la Polynésie, au recrutement en Polynésie, de la peur. Et la peur, c'est l'émotion principale qui nous anime. Et souvent, il suffit d'une petite étincelle pour sortir de sa zone de confort et se dire « Ok, je peux faire ce métier ». Un métier assez technique pour lequel on se dit qu'on n'a pas forcément les prérequis académiques. Oui. Donc, cette peur, en fait, qu'on demande presque à un candidat de franchir, en tout cas d'avoir un déclenchement et l'étincelle qui leur permettra de se dire « Ok, ça, je peux le faire ». Nous, en tant que conseiller, on sera là pour les aider. Voilà. Et donc finalement, par rapport à la question, donc, est-ce que les jeunes s'engagent par vocation, comme ce que vous disiez plus tôt, ou par opportunité par rapport à la stabilité du travail? Comme je te le disais, allez, on est 40 000 dans la marine, il y a 40 000 raisons de s'engager, donc ça peut être des raisons, des intérêts, peut-être pour certains, des intérêts de vouloir partir, découvrir d'autres horizons, pour d'autres, ça va être des intérêts financiers. On a des primes d'aide au départ, hein, quelle que soit l'armée. Après, il y a ce fait, alors, Océane le dit, servir son pays, il a envie de servir son pays, c'est quelque chose qui, quand on a 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui n'est pas toujours facile à dire. Peut-être que c'est ce qui nous unit tous, je pense, sur le bateau. En tout cas, c'est pas toujours facile à dire, mais c'est ce qui nous regroupe. Donc, Si on parle, je reviens sur l'accompagnement dont on parlait avec Christelle aussi, Océane, comment on réagit, tes parents, comment est-ce qu'ils t'ont accompagné, tes parents ou tes proches finalement? Mon père, ça a été très dur. Parce que papa militaire, il veut pas du tout qu'une de ses filles fasse l'armée. Ça m'étonne. Ah oui, je pense qu'il a vu comment ça se passait dedans et il a pas envie qu'on vive ça, à mon avis. Papa protecteur aussi, papa poule. Donc c'était assez compliqué. Je pense que là, ça fait à peine un mois qu'il est OK, je vais t'aider. Parce qu'au début, aucun soutien, aucune aide, hein. Il me disait OK, essaye, vas-y, on verra bien. Pour ma maman, toujours m'a soutenue, hein. Elle pouvait pas m'aider grandement dessus parce qu'elle
Ouais, elle n'a pas fait partie, elle, de l'armée, mais elle m'a soutenue, elle m'aidait quand elle pouvait. Et mes sœurs, contentes pour moi. Ah, comme tu disais, Papa Poule, c'est peut-être par bienveillance et par appréhension, justement, vis-à-vis de ces appréhensions. Est-ce qu'on peut rassurer les familles et même les potentiels recrues, Mounir, vis-à-vis de l'intégration de chacune des engagés qui viendraient en recrutement? Alors oui, effectivement, chaque candidat, chaque engagé est accompagné dans son intégration, comme je le disais tout à l'heure, d'une part par les cadres qui vont l'encadrer pendant sa formation, qui vont l'aider, qui vont le guider, qui vont vraiment l'aider à le faire progresser. Et il faut également prendre en compte que dans nos unités en métropole, on a pas mal de militaires polynésiens. Et les anciens polynésiens qui sont dans les unités, c'est pareil, ils accompagnent les jeunes polynésiens pour les aider, pour les guider au mieux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont passés également par là il y a quelques années auparavant. Donc ils savent ce que le jeune polynésien vit, ce déracinement, le fait de se retrouver tout seul en métropole, avec des températures qui sont complètement différentes de la Polynésie. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas très très habitué à la neige. par Voilà, exemple. tout à fait. Donc les cadres sont là pour l'accompagner et également les anciens Polynésiens qui le prennent entre guillemets sous son aile. Alors soyons pragmatiques alors pour cette fin d'émission. Comment est-ce que l'on fait si on a envie de s'investir, de s'engager? On va commencer avec l'armée de terre. Mounir, où est-ce qu'il faut aller? Qui il faut contacter? Et qu'est-ce qu'il faut préparer comme dossier? Alors, dans un premier temps, moi je conseillerais aux jeunes d'aller sur Internet, sur notre site de l'armée de terre, s'engager.fr, pour prendre le maximum de renseignements possibles, notamment en fonction de son diplôme, quelles sont les possibilités pour lui, les différents métiers, puisque tout à l'heure on l'évoquait, il n'y a pas que le métier de combattant forcément dans l'armée de terre, on a vraiment beaucoup de métiers techniques. Une fois qu'il a fait ça, le jeune, on l'invite à prendre contact avec le CIRFA. Et ensuite, il fera comme Océane, il assistera à une séance d'information où on va tout lui expliquer comment se passe le processus complet pour qu'il puisse faire un dossier, pour qu'il puisse s'engager. Et dans toutes ces formalités, donc il est accompagné du début à la fin par un conseiller en recrutement. D'ailleurs, je suis le conseiller en recrutement d'Océane. Voilà. Et en fait, on est des sortes de deux coachs. Donc, on n'est pas là pour les juger. On est vraiment là pour les aider, les accompagner à monter le meilleur dossier possible, à leur donner les conseils vraiment les plus pertinents possibles en fonction de leur parcours académique, pourquoi pas, ou de leur expérience professionnelle, pour qu'ils puissent choisir un métier qui leur correspond, qui pourra leur plaire, un métier qui a du sens, qui leur permettra de s'épanouir dans l'armée. Et un soldat heureux, un soldat épanoui, c'est un soldat qui fait super bien son job. Justement, Christelle, est-ce que c'est un peu la même chose? On parlait des prérequis tout à l'heure, ça c'est fait, mais parlons du dossier concret. Oui, mais moi je reçois à titre individuel, c'est vrai que je fais rarement des séances d'information collective, voilà, comme a fait Océane. Moi individuellement, voilà, chaque jour on reçoit les jeunes. Donc c'est vraiment un projet professionnel individuel. Donc pareil par rapport au CV, par rapport aux compétences, par rapport à pas mal de choses. Donc on va l'accompagner dans ce domaine-là. Donc je suis conseillère en recrutement. Mais j'ai une autre casquette, je suis évaluateur. Donc je fais les entretiens de motivation. Donc du coup là j'émets moi un jugement par rapport à la candidature. Parce qu'il faut que je me projette, est-ce que mon candidat réussira ses formations? Est-ce qu'il se sentira bien dans ce métier? Est-ce qu'il a envie de faire ce métier-là? Parce que s'il n'a pas envie de le faire, il démissionnera. Voilà. Ou ça fera un mauvais élément et ça, c'est pas très bien pour nous non plus. Et est-ce que j'ai envie de travailler avec lui? Donc, du coup, si j'ai envie de travailler avec mon candidat, c'est que ça se passera bien en métropole. Voilà. Et du côté de l'armée de l'air et de l'espace, c'est sur devenir-aviateur.fr. Ne vous inquiétez pas, je donnerai tous les sites à la fin de l'émission, comme d'habitude. Et enfin, Edouard, pour terminer l'émission. Alors pour la marine, le site lamarinerecrute.fr. Sinon, tous les jeudis, demain c'est férié, hors jour férié, les jeudis de 9h à 11h à Arouet, nous avons des informations collectives. On peut recevoir jusqu'à 25 personnes dans la salle. Et à l'issue, on donne un dossier de candidature, on explique le parcours au candidat directement. Pareil que mes collègues des autres armées, c'est un process... c'est du coaching presque, on les accompagne de A à Z, donc de la composition du dossier à l'entretien de motivation, à la visite médicale, au test et à l'entretien psychotechnique, puis au test sportif. Voilà. À l'issue, pour ceux ou celles qui sont retenus, on parlait tout à l'heure de la prise en charge peut-être en arrivant en métropole, et ça c'est valable pour toutes les armées, on prend en charge le billet d'avion pour le candidat qui
qui part en métropole, qui est accueilli ensuite à la gare et on l'emmène ensuite, on prend un billet de train, tout est pris en charge. C'est du all inclusive, c'est pas le Four Seasons à Bora Bora, mais c'est du all inclusive. Voilà. Et pour terminer, vraiment, il nous reste une petite trentaine de secondes. Océane, qu'est-ce que tu pourrais dire au public, aux jeunes qui pourraient éventuellement s'engager? Foncez. C'est une bonne opportunité et je pense que ça peut apporter beaucoup de choses personnellement. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller sur les différents sites que l'on vous a présentés quand on a parlé de recrutement. Donc, vous avez www.s'engager.fr pour l'armée de terre. Vous avez le site devenir-aviateur.fr donc pour l'armée de l'air et de l'espace. Et pour finir, vous avez lamarinerecrute.fr pour la marine nationale. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus sur mon plateau aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Maruru. Notre émission est déjà sur sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Maruru tutatu farerir a trahuma parhena.